Disons que pour me définir, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette, c'est peut-être celle d'être agriculteur. Donc je suis né sur une ferme, j'ai toujours étudié pour être agriculteur et je suis agriculteur sur l'exploitation familiale depuis 22 ans maintenant. La deuxième particularité, c'est que suite à des expériences américaines et australiennes, donc j'ai été séduit par tout ce qui était simplification du travail du sol pour limiter l'érosion à l'époque et réduire les coûts de production. Et que depuis 1985, j'ai essayé de mettre ça en place sur différentes exploitations, dont l'exploitation parentale à l'époque. Et je dirais depuis environ une trentaine d'années, je suis bien impliqué dans la simplification du travail du sol au niveau français. J'ai créé aussi en 98-99 la revue TCS, donc qui a permis déjà de créer un lien, fédérer un petit peu toutes les énergies autour du développement et des connaissances sur ces techniques-là, qu'on a relayé avec un site internet en 2004, c'est le site Agriculteurs de Conservation. J'ai aussi pas mal œuvré au niveau des différentes associations. L'APAD au départ et ensuite BASE, donc Biodiversité, Agriculture sur l'environnement. J'ai été pendant 15 ans le président de cette association-là. Et puis disons qu'aujourd'hui, je navigue un petit peu dans tous ces réseaux-là, toujours à la recherche d'une amélioration, parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis. On est dans une dynamique. On est parti d'approches assez simplistes, de réduction du travail du sol, d'économie et de limitation de l'érosion. On a largement dépassé ces difficultés-là. Et aujourd'hui, grâce disons, au SemiDirect, qui est devenu un outil dans cette grande boîte à outils, on arrive à faire une agriculture déjà extrêmement plus efficace, en rentrant encore plus de diversité, en mettant des animaux. On a remis depuis 5 ans de l'élevage sur l'exploitation. On peut arriver à faire des choses encore plus intéressantes, plus malines, plus habiles. Donc en fait, c'est cette quête d'agriculture de plus en plus efficace qui utilise au mieux la nature qui me motive à continuer de travailler dans cette direction. Il y a plusieurs choses. La première, et j'ai toujours milité pour celle-ci, c'est pas vraiment le lobby, c'est-à-dire prétendre qu'on est mieux, c'est vraiment le faire et que ce soit nos champs, nos exploitations, ce sont les meilleurs étendards de cette forme d'agriculture. Et aujourd'hui, ça se voit. Et c'est concrètement les 20-25 ans, les pionniers, ceux qui se sont aventurés un petit peu en avance dans cette approche peuvent le montrer dans leurs parcelles. On voit des vers de terre, on voit de la matière organique, on voit un arrêt de tout ce qui est érosion, on voit des profils de sol qui fonctionnent bien, on voit des couverts, on voit des cultures. Donc ça, c'est le meilleur étendard qu'on peut avoir. La deuxième chose, c'est certainement arriver à relier ce qui se passe réellement dans les champs et d'arriver à le porter au niveau du grand public. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le grand public, la formation qui arrive au niveau du grand public et même des décideurs, c'est une formation extrêmement binaire. On a quelque part l'agriculture dite intensive, utilisation de chimie, qui est censée être extrêmement mauvaise, et on a l'agriculture bio qui n'utilise pas de chimie, qui est censée être l'idéal. Et en fait, l'agriculture de conservation arrive un petit peu comme un compromis qui permet un petit peu la liaison entre tout ça et qui permet de mettre un nombre beaucoup plus important d'agriculteurs dans une dynamique beaucoup globale. Et elle est complètement ignorée du grand public puisqu'elle s'est développée simplement par la volonté des agriculteurs et elle aujourd'hui n'est pas aidée par des financements, n'est même pas soutenu, même par beaucoup de décideurs. Donc il y a un travail de communication et faire en sorte qu'on ait une reconnaissance. Alors, on va être assez clair là-dessus. Sur la planète, aujourd'hui, il n'y a pas, ou je ne connais pas,
d'agriculteurs qui arrivent à se passer de manière systématique et continue et de manière durable de chimie et à la fois de travail du sol. Après, c'est une question de sensibilité et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer. Et si on accepte la diversité dans les champs avec des plantes, avec les cultures, je pense qu'il faut accepter aussi la diversité des idées. Disons qu'on pourrait trouver dans certains cas des systèmes très malins où on va réduire ou éliminer toute la chimie tout en intégrant un peu de travail du sol pour compenser les défauts, parce qu'il y a un moment, il faut reprendre la main sur le système. On est quand même des agriculteurs et des producteurs. Et dans d'autres situations, avec d'autres cultures, dans d'autres environnements, on arrive à se passer complètement du travail du sol et en bénéficier de tous les avantages. Par contre, on est obligé de conserver un peu de chimie pour gérer le système. Donc c'est une histoire de sensibilité et d'équilibre, mais le Graal, par définition, on essaye de se diriger vers, mais atteindre le Graal, ça me semble encore compliqué aujourd'hui par rapport à nos connaissances. On aurait plusieurs conseils pour quelqu'un qui veut s'engager, qu'il soit jeune ou moins jeune. Hein. Mais bon, la première chose, c'est s'informer. Donc aujourd'hui, les moyens d'information sont assez larges, hein, entre l'écrit, entre Internet, entre YouTube, etc., les réseaux. Intégrer des réseaux d'agriculteurs qui pratiquent pour échanger avec eux, prendre du temps à aller les voir, à suivre des parcelles, à se faire une idée pour se reparamétrer un petit peu comment il peut concevoir son système. Ensuite, établir un plan, un programme. Comment lui il va s'investir, il va transformer sa ferme et s'investir. Avoir dans ce programme des éléments d'étape, savoir si j'ai franchi telle étape, comment on va mesurer l'évolution. Et puis après, s'engager, pas avoir peur de s'engager. Beaucoup de gens attendent qu'on leur apporte l'information, qu'on leur apporte quelque chose de clé en main. Et dans ce système-là, c'est impossible. Il y a des prises de décision qui vont être à faire au quotidien sur l'exploitation, des changements à des moments. Donc il faut développer une certaine autonomie de décision et cette autonomie viendra par la masse d'informations que l'on peut avoir et les contacts permanents qui aideront à décider au dernier moment de ce qu'il faut faire. Mais surtout, pas avoir peur de s'engager parce que plus on attend, des fois plus c'est difficile. Et je terminerai par une petite image. Faire de l'agriculture de conservation, c'est comme apprendre à nager. On peut lire beaucoup de livres, on peut regarder toutes les vidéos, aller à toutes les bonnes conférences, mais il y a un moment, il faudra plonger. Et tant qu'on n'a pas plongé, on n'aura pas peaufiné la manière de faire correcte. Et on sera en constante évolution. Tout dépend de ce qui va se passer, tout dépend de nos décisionnaires. Premièrement, si on nous supprime le glyphosate dans 3 ans, chose qui, je pense, est peu probable parce qu'on risque un encadrement d'usage au niveau des utilisations qui paraissent assez habiles et malines, ce serait une énorme bêtise et ça mettrait un énorme frein à tout le développement de l'agriculture de conservation qui a une place importante dans l'agriculture de demain et à 10 ans. La meilleure agriculture dans 10 ans serait des agricultures. Et en fait, je reste un promoteur de la diversité et je pense qu'au lieu d'essayer de véhiculer un modèle, c'est de laisser la place à tous les modèles et de permettre à tous les modèles de trouver leur place. Et donc cette diversité entre des grandes fermes, des petites fermes, entre des gens qui seraient en bio, des gens qui seraient en agriculture de conservation, des gens qui resteraient en une forme d'agriculture conventionnelle, eh bien, les échanges d'informations positives et de savoir-faire permettraient de continuer de progresser et de faire progresser toutes les agricultures plutôt que d'imposer un modèle plutôt qu'un autre. Et permettrait également de profiter de la diversité de chacun, ou la diversité qu'on pourrait créer dans le paysage pour abaisser des risques adventistes ou des risques maladies, et d'avoir toujours la possibilité de répondre à des nouveaux marchés et à créer de nouvelles machines, etc. Donc, plutôt que d'essayer de passer d'un modèle à un autre, il faut plutôt essayer d'envisager
plus grande diversité de l'agriculture française.